Bonjour Manuel Plangenet, nous vous recevons pour une interview dans le cadre du RMT Bioreg. Donc c'est un réseau mixte technologique qui a pour but de mieux comprendre la biorégulation à l'intérieur des parcelles agricoles et de diffuser ses résultats. Nous allons avoir un entretien en style discussion, dialogue. Vous avez un tableau derrière vous à disposition si vous voulez nous expliquer des choses. Et vous verrez, je me ferai souvent l'avocat du diable pour qu'on puisse explorer toutes les facettes du sujet. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Bien, je m'appelle Manuel Plangenet, je suis professeur en écologie dans une école d'agro, donc à AgroCampus Ouest à Rennes, et j'enseigne l'écologie générale et plus particulièrement l'écologie appliquée à la protection des plantes. D'accord. Pour mieux comprendre ce que recoupe ce champ d'études, est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats d'envergure, quelques résultats marquants, des travaux marquants que vous avez réalisés ou que vous avez su encadrer ? Alors donc je suis enseignant-chercheur, je suis associé avec un laboratoire INRAE, pour tout dire. Et j'ai essentiellement travaillé sur les populations de pucerons des grandes cultures. Donc, dans un premier temps, plutôt sur des problématiques de dynamique des populations, et ensuite, je me suis de plus en plus intéressé aux ennemis naturels. D'accord. L'ensemble des ennemis naturels qui consomment ces populations de pucerons. Vous dites pucerons des grandes cultures. Dans mon jardin, j'ai des pucerons, c'est les mêmes ou pas ? Alors, il y a pas mal d'espèces de pucerons différentes. En gros, il y a un puceron pour chaque plante, voire plusieurs pucerons pour chaque plante. Donc, D'accord. les espèces sont différentes. Bon, certains pucerons sont capables de consommer plusieurs plantes. Mais vraisemblablement, dans votre jardin, c'est pas les mêmes pucerons que ceux qu'on a sur le blé, par exemple. D'accord. Donc on va avoir des milliers d'espèces de pucerons en France. Il y a 2000 espèces de plantes. Oui, alors j'ai pas en tête le chiffre du nombre, mais je dirais plus quelques centaines d'espèces différentes en France. Et à chaque fois, on a besoin d'une méthode différente pour les contrôler. Pas nécessairement, parce que selon les ennemis naturels, enfin ça dépend ce que vous appelez contrôle, et moi je parle de contrôle par les ennemis naturels. Donc on a des ennemis naturels qui vont être spécialisés sur une espèce bien particulière de pucerons, et d'autres qui vont être plutôt des ennemis naturels généralistes qui vont être capables de consommer toutes les espèces. Donc la présence de coccinelles, par exemple, généralement les coccinelles sont peu spécialisées. Donc si vous avez des coccinelles, elles vont être capables de manger toutes les espèces de pucerons que vous avez dans votre jardin. D'accord. Donc, on a parlé de contrôle des pucerons, donc ça recoupe la régulation naturelle, le thème de ce RMT. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de la régulation naturelle ? Est-ce que pour vous, c'est une mode actuelle ? On en entend beaucoup parler, le biocontrôle, la régulation naturelle. Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est un levier réel ? Avant, les produits phytosanitaires, on était forcément en bio, on n'avait pas forcément une très bonne régulation naturelle, puisqu'on avait du mal à nourrir la population. Donc, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrivera à faire fonctionner ou pas ? Alors, je ne sais pas si on arrivera à le faire fonctionner, mais alors, quand j'aborde la question avec mes étudiants, je pars souvent d'une vieille idée des années 60, qui est l'hypothèse du monde vert, Green World Hypothesis, et où les chercheurs s'interrogeaient sur la question pourquoi est-ce que le monde est vert. Si le monde est vert, ça suggère que les plantes ont l'avantage sur leurs consommateurs. D'une certaine manière, si les consommateurs prenaient l'avantage sur les plantes, le monde serait plutôt marron. Donc, le fait que les plantes aient l'avantage sur leurs consommateurs, il y a deux possibilités. Soit les plantes se défendent suffisamment bien pour éviter d'être complètement consommées par les consommateurs, donc les insectes, ici, qui nous intéressent. Soit c'est qu'elles font appel à quelqu'un d'autre, c'est le niveau trophique supérieur. Donc les organismes qui mangent les herbivores qui ont l'avantage. En tout cas, si le monde est vert, ça veut dire que quelque part, les herbivores dans le monde naturel perdent la bataille, d'une certaine manière. En tout cas, c'est pas eux qui dominent le fonctionnement des écosystèmes. Et ça, le plus vraisemblable, c'est que c'est lié au fait qu'ils ont des prédateurs qui les consomment. Donc dans le monde naturel, il y a vraisemblablement une régulation très forte par les organismes qui régulent les herbivores, notamment les insectes herbivores. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est possible, qui fonctionne dans le monde naturel, ça fonctionne comme ça. Donc toute la question après, c'est est-ce qu'on est capable de transposer ça dans un milieu agricole ?
Dans les milieux agricoles, on va plutôt souvent se rendre compte que c'est les herbivores, si on n'a pas de moyen de les contrôler, c'est plutôt eux qui vont prendre l'avantage sur la plante cultivée. Et pourquoi c'est les herbivores qui dominent? Parce que si on se dit c'est une chaîne trophique, s'il y a beaucoup d'herbivores dans les parcelles, tous les prédateurs autour des parcelles devraient se ruer à l'intérieur des parcelles pour manger toute cette manne. Alors probablement que, bon d'abord c'est pas toujours le cas que les plantes cultivées sont complètement ravagées par les ravageurs, mais on a sûrement des situations qui sont très simplifiées, des parcelles qui sont devenues de plus en plus simplifiées. Si vous prenez un champ de blé, il n'y a plus que du blé, il y a pratiquement plus de ce qu'on appelait des mauvaises herbes, maintenant on dit des adventices. Et on va peut-être pas avoir beaucoup en fait d'ennemis naturels qui sont présents. L'environnement est trop artificialisé, peut-être défavorable à leur présence, l'utilisation des produits phyto, mais aussi la suppression d'autres plantes ou d'endroits pour hiverner, etc., qui fait que leur présence est insuffisante. Donc on construit quelque part un environnement qui est particulièrement favorable en donnant une quantité très importante de nourriture à ces ravageurs de la même espèce, et on construit un environnement qui leur est particulièrement favorable. C'est peut-être ça le problème. Et les adventices, vous dites les adventices, il y en a plus dans les champs, ça peut expliquer des phénomènes de pullulation. Quel peut être le rôle des adventices dans la régulation des insectes? Les adventices, elles peuvent accueillir des ennemis naturels des ravageurs, par exemple. Elles peuvent accueillir d'autres espèces qui peuvent servir de nourriture, de stock de nourriture pour ces ennemis naturels, qui leur donnera la possibilité ensuite de se transférer sur la plante qu'on veut contrôler. Mais il peut y avoir beaucoup d'effets en fait de ces adventices. L'effet quand même majeur en agriculture des adventices, c'est de réduire le rendement par compétition avec la plante qu'on cultive. Et on ne pourrait pas imaginer une adventice qui réduise peu le rendement et qui apporte beaucoup d'avantages? Je pense qu'on peut l'imaginer. Après, c'est peut-être pas facile à mettre ça en place. Donc, très probablement des adventices en quantité raisonnable. Si on peut éviter la pullulation de ces adventices, ça pourrait être un facteur favorable, puisque ça pourrait servir pour accueillir certaines espèces qui nous intéressent, et puis avoir d'autres effets, modifier le microclimat, peut-être avoir un effet sur l'érosion, enfin tout un tas d'effets différents qui pourraient être intéressants, sous réserve que la densité soit pas suffisamment importante pour que ça rentre en compétition avec la plante cultivée. Et si ces adventices, on les mettait à l'extérieur des parcelles? On peut les mettre autour des parcelles, mais autour des parcelles, il y a des adventices, naturellement. En général, on a des bordures de champs, donc ces bordures de champs, il va y avoir toutes sortes de plantes qui sont dedans. Donc ce qu'on pourrait par contre, c'est essayer de voir dans quelle mesure on peut orienter les communautés végétales qu'on a en bord de champ parce qu'on suit un objectif particulier. D'accord, ça doit être assez complexe ça. Ouais, probablement. En fait, ce qui est complexe aussi, souvent, c'est qu'on suit plusieurs objectifs en même temps. Et c'est ça aussi qui complique le problème, parce que la plante qu'on va vouloir protéger ne possède pas qu'un seul ravageur. On va pas forcément vouloir protéger la même plante tous les ans parce qu'on a des rotations. Et puis, on veut éviter quand même que les plantes qui sont en bordure des parcelles deviennent des mauvaises herbes, etc., quoi. Et on peut aller jusqu'à la santé publique, on veut peut-être éviter certains types de pollen, on veut éviter ce qui est moche, et puis qu'on ait des bandes fleuries qui soient plutôt jolies. D'accord. Il y a tout un tas de services différents, peut-être qui sont demandés par ces bordures de parcelles, et c'est pas facile de répondre à tout ça en même temps. Et si je suis un agriculteur dans la Beauce ou dans la Champagne, où j'ai des champs à 500 hectares et une bordure de 20 cm au bord du champ, et comment cette bordure, elle va pas avoir d'impact énorme? Je pense qu'il y a des effets de masse quelque part. Quand on a des parcelles qui sont très très grandes, c'est un peu illusoire d'imaginer qu'en gérant une toute petite surface, on va réussir à avoir un effet majeur sur ce qui se passe dans la parcelle. Donc il faut fragmenter les espaces de culture. Oui, c'est une possibilité. Je ne sais pas s'il faut le faire. Et est-ce que John Deere il va être content? Peut-être qu'il faut diminuer la taille aussi
des tracteurs pour qu'elles s'adaptent à la taille des parcelles et pas changer la taille des parcelles pour qu'elles s'adaptent à la taille des tracteurs. J'ai l'impression qu'en technologie, c'est un peu comme l'informatique. On va toujours plus. Si mon tracteur, si ma moissonneuse fait 12 mètres de large, Ouais, bien on sûr. va en produire une de 13 mètres. Oui, on a connu une phase d'industrialisation quelque part de l'agriculture pour réduire la quantité de travail humain. Et ça met une contrainte sur les systèmes qu'on va étudier ou qu'on va mettre en place. Mais bon, il y a des choix, quelque part, des choix politiques, sociologiques, économiques qui sont faits, qui peuvent être différents. Il y a peut-être, oui, les choix de la PAC qui sont peut-être contradictoires avec les objectifs verts Oui, de aussi. la PAC verte. Bon, c'est pas le sujet de parler d'économie en On n'était pas là agriculture, pour parler mais politique. c'est sûr que si on a... Mais c'est clair que ça a également un impact, évidemment. Hmm. Ouais. C'est un impact, oui, plutôt énorme. C'est un système où on peut difficilement en sortir si les prix des denrées agricoles n'augmentent pas. Ouais, je suis pas forcément sûr que, par exemple, pour les céréales, le prix des céréales a plutôt augmenté Et on sort pas ces du dernières système. années, quoi. Hein. Donc, je pense que ça a plutôt rapporté beaucoup d'argent à ceux qui en produisent, en définitive. Donc, c'est pas forcément actuellement ça la contrainte. Ça dépend sur quelle production, je pense. Hein. Ok. Vous avez parlé un peu des produits phytosanitaires. Est-ce que entre les productions bio et les productions conventionnelles, les deux types de production utilisent des produits phytosanitaires? Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer la différence entre les produits utilisés en conventionnel et en bio? Ah ouais, alors les produits qui sont utilisés en bio doivent être d'origine naturelle. Donc c'est des substances qui sont a priori d'origine naturelle et ne doivent pas être obtenues par synthèse chimique industrielle. Mais du coup, ils peuvent être aussi toxiques qu'un produit conventionnel. Ouais, sans problème, ils peuvent même être plus toxiques parce que quelque part ils ont été moins ajustés d'une certaine manière puisque on n'est pas libre de les synthétiser en fonction des objectifs qu'on a. Ils peuvent être moins techniques et du coup moins adaptés à l'objectif qu'on se donne. Avec un spectre plus large. Oui, par exemple. Et du coup, c'est pas les productions bio qui vont sauver la biorégulation. Alors disons qu'après on peut faire de la bio industrielle quelque part. On peut faire de la bio en utilisant beaucoup de produits phytosanitaires et dans ces cas-là, je pense que le fait que ce soit en bio, ça change pas grand-chose en termes de biorégulation. Mais en général, l'agriculture bio est aussi associée à une certaine éthique, à une certaine envie aussi de conserver de la biodiversité et qui fait que les producteurs bio ne poursuivent pas uniquement un objectif de rendement maximum. Et ça, c'est plutôt favorable, quoi. Donc c'est plutôt ce second aspect qui est favorable à la biodiversité, Ouais, à la régulation, que c'est plus l'aspect gamme. culturel, sociologique, éthique, que l'aspect technique, en fait, au bout du compte. Actuellement, on a un fort engouement là pour le bio dans les magasins, ce qui est bien. Hein. Les gens achètent de plus en plus de bio. La France n'arrive pas à fournir le bio. Est-ce qu'on a un risque d'avoir une baisse du cahier des charges et une augmentation des entreprises bio-industrielles, on va dire? Pas forcément une baisse du cahier des charges, mais une industrialisation sur la base des outils qui sont disponibles en bio, justement des entreprises qui optimiseraient l'utilisation de ce qui est possible en bio et qui en fait on arriverait peut-être à un impact relativement similaire. Et ce qui fera un scandale télévisé si ça arrive et Oui, une perte de confiance dans le label je pense bio. que ça existe déjà. Hein, Ouais. il y a des grosses sociétés qui font du bio sur des légumes, par exemple dans le Maghreb, des choses comme ça. Ou quelque part, le côté préservation de l'environnement n'est pas forcément le principal objectif. Quoi. Ok, alors on a vu déjà pour favoriser la biorégulation qu'il faudrait plutôt réfléchir à l'espace, la fragmentation des parcelles. Est-ce que si on arrête totalement les produits phytosanitaires, ça donne quoi? Est-ce qu'on peut produire sans produits phytosanitaires?
Eh ben, je sais pas. Je sais pas si on peut produire sans phytosanitaire. Je pense qu'il y a des bios qui produisent en utilisant très très peu de produits phytosanitaires, qu'ils soient naturels ou pas. Donc c'est possible de produire sans phytosanitaire, mais c'est plus technique, c'est plus compliqué. Les permaculteurs aussi ont justement aussi ce point de vue très éthique et zéro phyto, que ce soit en bio ou pas bio, enfin que ce soit des produits bio ou pas bio. Et ces gens qu'on voyait comme des hurluberlus, des bobos, des 68 arts attardés qui arrivent et qui, par leur exemple actuellement, nous montrent qu'on peut produire autrement avec des rendements qui parfois sont pas du tout ridicules. Est-ce qu'ils sont bien vus par le reste de la filière agricole? Est-ce qu'ils sont suffisamment étudiés, suffisamment copiés? Ouais, bah, je sais pas, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe actuellement. Il n'y a pas d'opposition à regarder quelles sont les techniques qui sont mises en œuvre. Et je pense que dans la permaculture, bah, ce qui est aussi souvent ce qui se passe dans le bio, c'est qu'on réintègre aussi beaucoup de travail, quoi. Et quelque part, la réduction de l'emploi, c'était un peu l'objectif aussi de l'industrialisation de l'agriculture. De dire, il suffit d'un seul agriculteur, armé de beaucoup de machines, beaucoup de produits, pour produire pour beaucoup de personnes, quoi. Et je pense que si on revient sur la permaculture, enfin, je sais pas si ça revient bien, puisque c'est pas l'ancien système, la permaculture, mais quelque part, c'est qu'on réutilise de la main-d'œuvre. Donc ça, je pense que c'est des systèmes qui ont du sens, mais qui ont beaucoup de sens dans du maraîchage, par exemple. Mais faire du blé en permaculture sur des grandes surfaces, je suis pas sûr. Hein. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire dans ces cas-là, d'ailleurs, de parler de permaculture. C'est peut-être pas adapté à tout type de production, quoi. Il y a Manazubo qui l'a fait sur le riz, avec grand succès. Ouais, peut-être avec peut-être aussi beaucoup de personnes. Avec beaucoup de paille. C'est pour ça qu'on a beaucoup de paille sur la station aussi. Qui est un des éléments de base de la permaculture. Manazubo comprenait pas forcément, je sais plus exactement son nom, hein, c'est l'auteur de la révolution d'un brin de paille, d'un seul brin de paille, qui lui a réussi à faire, c'est un ancien ingénieur de l'INRA japonais, qui un jour s'est dit, par un exemple d'un pied de riz magnifique, pas dans une rizière, pas inondé, s'est dit que le système industriel agricole était peut-être un peu étrange, qui a repris la ferme de son père et qui a développé une production qu'il a appelée l'agriculture sauvage, qui a été repris après et qui a donné la permaculture. Et son système était basé sur des alternances riz-blé d'hiver, en laissant la paille dans les champs, en faisant des semis sans travail du sol, en mettant des canards en tout début de la production de riz pour manger les adventices, et surtout en n'inondant pas ces rizières. Les rizières sont inondées tout au début et après elles sont sèches jusqu'à la fin de sa production. Et comme c'était un scientifique, il notait quand même ses rendements par rapport à ses copains d'à côté, et il avait souvent des rendements meilleurs, avec moins de travail, puisqu'il n'arrachait pas les adventices, la paille en elle-même suffisait. Donc c'est un vieil exemple, hein, puisque c'était dans les années 60-70. Hein. C'est un vieil exemple qui a été... Alors par contre, il a une vision sur la recherche. Il était très recherche très fine, puisqu'il travaille sur les maladies du riz. Donc quelque chose de très fin, très pointu. Et il est passé totalement de l'autre côté. Quand il a créé ses systèmes de production, il a déclaré que c'était des phénomènes holistiques et que du coup, il n'avait pas à les comprendre. Donc il ne cherche pas à comprendre pourquoi son système fonctionne si bien. Ce qui est un peu bête, parce que du coup, on a du mal à transposer à d'autres productions. Nous, on a repris la paille, et les permaculteurs réutilisent aussi la paille pour l'auto-fertilité des sols, ce qui marche très bien. Hein. Mais les autres phénomènes, comme le contrôle des cicadelles sur le riz, pour l'instant, on a du mal à savoir pourquoi. Ce qui fait que on en arrive au phénomène holistique. La biorégulation, c'est aussi un phénomène holistique, même très très holistique, puisqu'on a parlé d'économie, on a parlé de phytosanitaire, on a parlé de parcelles, on a parlé de communautés de prédateurs, etc. Il faut mettre tout ça ensemble pour réussir à
à le comprendre pour pouvoir l'optimiser. Comment est-ce que en science entre guillemets dure, je ne sais pas si la science biologique est dure, mais en science, en recherche fondamentale, comment on fait pour appréhender ces phénomènes holistiques? Ouais, bah, je pense que c'est un peu compliqué. Après, parler de phénomène holistique, je ne suis pas tout à fait sûr de la définition que vous donneriez à cette question d'holistique, mais je pense qu'on a de plus en plus des outils. En fait, je pense que de plus en plus, on a besoin d'aborder la complexité, et que c'est un peu ce qui se développe actuellement dans le domaine scientifique, et qu'on a un certain nombre d'outils qui le permettent de plus en plus. Alors notamment, par exemple, les outils moléculaires qui permettent de faire de l'identification à très haut débit et de travailler sur beaucoup d'échantillons en même temps. Et puis on a des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants aussi. Donc une puissance de calcul qui permet de manipuler des quantités de données qui sont très importantes. Tout ça, c'est quand même des conditions qui sont particulièrement favorables à aborder des systèmes complexes, le fonctionnement de systèmes complexes. Par exemple, on est capable aujourd'hui de simuler un système par des équations mathématiques, mais avec un système dans lequel il y aura 1000 équations. Ce qu'on n'aurait pas été capable de faire il y a 30 ou 40 ans. Et oui, et comment on le comprend après ce système? Quand je parle de phénomène holistique, c'est-à-dire que on a un fonctionnement général qui ne peut être pris en compte que dans sa généralité, c'est-à-dire que le travail du sol, la date de semis, la variété, le paysage, l'année, le climat, etc., tout plein d'éléments interagissent entre eux pour créer un résultat global qui ne peut pas être soumis à une seule cause ou quelques causes. Ce n'est pas l'addition de quelques causes qui vont me donner mon résultat, ça va être un phénomène, comme vous disiez, extrêmement complexe. Si on peut faire des comparaisons, c'est par exemple les mouvements de foule, c'est pas en décrivant chaque personne, le comportement de personnes individuelles dans une foule qu'on va réussir à comprendre les mouvements de foule en cas de panique ou en cas de croisement, par exemple, de deux foules où il y a des phénomènes. Ça, c'est un point de vue qui est tout à fait contestable, en fait. Et justement, alors, je pense que la modélisation peut permettre, typiquement, à partir de la modélisation du comportement de chaque individu, de mettre ensemble le comportement de 1000 ou 10 000 individus et d'arriver à prédire le comportement de la foule. Ça, on y arrive. Oui, c'est des choses qui sont possibles. Et justement, une des possibilités nouvelles qu'on a, c'est la capacité d'être capable de simuler des comportements complexes de 1000 individus, de 1000 agents en même temps. D'accord. Est-ce que ça permet ces modélisations? Est-ce qu'on arrive du coup à en sortir les lois générales? Des lois comme par exemple dans les mouvements de foule, il y a des lois qui décrivent les mouvements de foule mais qui ne décrivent pas le particulier. Est-ce que dans l'écologie, dans la régulation naturelle, on a aussi des lois générales comme ça qui émergent des modèles? Je pense que, ouais. En fait, les lois générales, c'est souvent ce qu'il y a à la base. Et c'est pas le comportement global du modèle. Donc ce que vous appelez des lois générales, quelque part, c'est plutôt des lois de second niveau. C'est est-ce qu'il émerge à partir d'un comportement un petit peu brouillon, avec des lois simples à l'échelle de l'individu, par exemple si on parle de la foule, est-ce que ça va se traduire par un comportement relativement régulier, lisse, à l'échelle d'une foule? C'est ce que vous appelez les lois générales. C'est ça. Mais quelque part, en fait, les lois, c'est plutôt celles qui sont à la base. Après, il peut y avoir des comportements globaux qui émergent et qui peuvent être facilement représentés par des équations simples, par exemple. Mais c'est pas du tout garanti que ces comportements globaux émergent. D'accord. Mais l'agriculteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est le comportement global. Oui, je suis d'accord, mais toute la question, c'est est-ce qu'il a besoin de se placer à ce niveau, justement, méta, d'avoir une règle générale, ou est-ce qu'on a une puissance de calcul suffisante qui permet de prédire, sur la base de comportements simples de base, ce qui va se passer. Typiquement, si vous êtes vous réfléchissez à la météo. Actuellement, la météo, on va utiliser des équations qui sont très compliquées, avec des éléments qui sont tout petits, et à partir de ça, on va faire tourner des modèles, et on va prédire est-ce qu'il va pleuvoir demain, quoi.
Mais par contre, la météo vous donne pas une fonction générale du temps qu'il fera demain. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc peut-être que l'agriculteur, ce qui peut l'intéresser, c'est, on peut imaginer, alors là par contre dans une agriculture de haute technologie peut-être, hein, d'avoir des capteurs un petit peu partout, et puis qu'il y ait des équations simples à un niveau très bas du système, et qu'on soit à partir de ça capable de prédire est-ce qu'il va y avoir besoin d'arroser, de traiter, etc. demain, quoi. Sans forcément sortir une équation générale de est-ce qu'il faut traiter ou est-ce qu'il faut arroser, quoi. D'accord. Et donc, cette régulation naturelle, est-ce que déjà on arrive actuellement à comprendre un peu comment elle fonctionne? Donc, on a parlé tout à l'heure de la chaîne trophique. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur son fonctionnement? Vous avez parlé de dynamique de population d'insectes. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ce point? Comment interagissent les ravageurs, les prédateurs, les parasitoïdes, les insectes qu'on appelle neutres qui... Ouais, bon, alors je pense que la question est compliquée et je pense qu'il faudrait aller plus loin sur ce qu'on entend par comprendre. Je pense qu'il y a quelque part, on veut comprendre, essayer d'expliquer le fonctionnement qu'on observe. Ok. Je pense que la question qui est posée actuellement est plutôt de quantifier. Hein, on voit bien qu'on peut comprendre pourquoi les pucerons sont morts parce qu'il y avait des coccinelles, etc. Mais c'est peut-être pas suffisant de comprendre qualitativement comme ça. On veut pouvoir quantifier, on peut vouloir prédire aussi. Et toutes ces choses-là, c'est un peu différent, je pense. Et je pense qu'il faut un peu plus préciser de qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on a comme objectif. Donc moi, actuellement, je travaille pas mal sur ces questions d'essayer de quantifier l'impact des ennemis naturels. Parce que dans la recherche, on s'est beaucoup questionné autour de qu'est-ce qui favorise la présence des ennemis naturels. Donc, si je mets des bandes fleuries, si je mets des haies, si je mets des plantes compagnes, je vais avoir plus de coccinelles sur mes cultures, etc. Et quelque part, l'agriculteur, lui, il va vouloir prédire, le producteur. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des coccinelles qui soient présentes. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que le fait qu'il y ait des coccinelles qui sont présentes, ça va se traduire par une réduction de la quantité de pucerons. Donc, quelque part, la demande des agriculteurs est plutôt une demande de quantification. Et aussi, probablement, souvent une demande de prédiction aussi. Il ne veut pas seulement savoir, le fait que j'ai 30 coccinelles par plant, ça me garantit que les pucerons ne se développeront pas. Mais il veut aussi savoir qu'est-ce qui peut faire qu'il va avoir ces 30 coccinelles, quoi. Donc, à partir d'un certain nombre de décisions qu'il va prendre, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Et tout ça, c'est des problèmes qui sont en définitive assez différents et qui peuvent être de complexité variée aussi. Si on reprend la base, on va revenir après sur ces prédictions. Si on simplifie à l'extrême, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un agriculteur pour favoriser la biorégulation? Je dis bien biorégulation et pas biodiversité, puisqu'on sait que c'est pas pareil. On peut avoir une très forte biodiversité, une très mauvaise biorégulation. Donc est-ce qu'il y a déjà des aménagements, des pratiques à mettre en œuvre pour améliorer le niveau général de régulation naturelle? Alors moi, je dirais que je me positionne vraiment en termes de complexité des systèmes, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réponses générales. Si je mets une haie, il paraît que les haies, c'est génial. Ouais, ça dépend pour qui. Ça dépend quel ravageur vous ciblez, ça dépend quelle espèce de plante vous voulez protéger, ça dépend quel ennemi naturel vous voulez favoriser. Donc on a un certain nombre d'aménagements probablement pour lesquels la littérature scientifique suggère que dans la majorité des cas, ça va être plutôt plus favorable. Mais quelque part, si vous êtes agriculteur, vous ne vous placez pas forcément dans la majorité des cas. Si vous voulez, on peut très bien dire, voilà, le fait de mettre une haie, dans 90% des cas, vous allez améliorer le contrôle des ravageurs. Mais malheureusement, vous avez une culture, je ne sais pas, la betterave ou le colza ou autre, qui est au contraire défavorisée en situation de haie. Et si vous êtes producteur de betterave, quelque part, ça ne vous intéresse pas de savoir que dans 90% des cas, le fait de mettre une haie, c'est favorable. Et je pense qu'il faut vraiment aborder tout dans la complexité
Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de réponse, universelle. En fait, Ça veut dire qu'il faut faire du conseil très personnalisé. Oui. Et je pense qu'il faut faire du cas par cas, et en plus de ça, il faudra probablement aussi au cours du temps adapter son conseil, parce que ce qui peut être bien actuellement ne sera peut-être plus bien dans 10 ans, parce que les cortèges de ravageurs, de maladies, d'ennemis naturels, c'est des choses qui changent au cours du temps. Et puis les plantes qu'on cultive ne sont pas les mêmes si vous revenez 10 ans ou 20 ans plus tard. Vous n'avez pas les mêmes plantes cultivées. Et ça, c'est déjà vrai dans toutes les situations. Et alors en plus, maintenant, on est dans un système où on a un changement climatique qui fait que... Donc là, on est à Angers, je ne sais pas quelle est la culture majoritaire, mais on va travailler pour développer des outils, des moyens de lutte contre les ravageurs de cette culture majoritaire. Et dans 10 ans, c'est pas ça qu'on cultivera. On cultivera des oliviers parce que la météo sera plutôt favorable à cultiver des oliviers qu'autre chose. Donc il faut être capable de s'adapter en permanence. Donc il faut des conseillers hyper bien formés. Ouais, je pense. Ouais. Et puis il faut aussi s'y intéresser, quoi. Il faut revenir à regarder l'écologie, regarder les organismes, essayer de les comprendre. Et par contre, je pense qu'on a des outils de plus en plus puissants pour le faire. Notamment tous ces systèmes, comme je disais, de biologie moléculaire, des capteurs automatiques, etc. Donc il y a un côté techno là-dedans, mais qui nous permet d'avoir une puissance, quelque part, d'études qui est très forte. Et la science participative pourrait contribuer Aussi, probablement, quoi. C'est une autre façon aussi d'accroître la capacité à générer des données. C'est très important d'avoir des données. Mais je pense qu'on avait une limite il y a 40 ou 50 ans. On avait une limite qui était aussi qu'on pouvait, si on générait beaucoup de données, on n'était pas capable de les traiter, quoi. Maintenant, on a des puissances de calcul, des méthodes aussi, des méthodes qui se sont développées, qui fait qu'on peut être capable d'exploiter de manière pertinente des très gros jeux de données. Et donc la science participative, je pense, c'est un bon moyen de générer une quantité de données importante. D'accord. Vous avez dit là à Angers, pour l'instant, parce que c'est de moins en moins, on est en climat océanique, on devrait basculer à l'horizon de quelques dizaines d'années plus tôt dans un climat méditerranéen. Je sais pas, on verra. C'est les prédictions. Ou un climat continental si on a un problème de Gulf Stream. C'est même méditerranéen. Ouais. Oui, non, mais je sais bien, mais vous vous rappelez qu'il y a 10 ou 20 ans, ce qu'on disait, c'est avec l'augmentation du CO2, peut-être que le Gulf Stream, il va plus venir lécher. Il va s'arrêter, on va avoir plus froid. Voilà, et on va avoir plus froid. Et donc, actuellement, on parle plus de ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que les prédictions sont plutôt autour du climat méditerranéen, donc pas de pluie pendant l'été, et puis plutôt des hivers relativement doux. C'est ce qu'on pourrait attendre. Après tout, peut-être qu'on va revenir sur l'hypothèse du Gulf Stream et que, au contraire, ce qu'on va dire, c'est qu'à Angers, il fera moins 20 degrés l'hiver et 35 degrés l'été. Quelle horreur. Ce qui change tout quand même. Il va falloir qu'on migre. Quelque part. Et là, on va avoir un changement profond d'écosystème. Est-ce que en tant qu'écologue, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des basculements d'écosystèmes quand on passe d'une situation stable ou pseudo-stable à une nouvelle situation à cause d'une perturbation qui peut être climatique ou humaine, hein, le passage des poissons aux méduses, le passage au Yellowstone avec la truite des lacs qui a fait basculer l'écosystème vers un autre fonctionnement. Est-ce que vous observez des choses comme ça, vous, dans vos travaux de recherche à l'échelle d'une parcelle ou à l'échelle d'un... Ouais, alors, moi, mon sentiment, c'est que l'idée de la stabilité, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait. Donc, j'ai une formation à la base, pas mal de modélisateur. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'un système complexe soit stable. Donc, alors après, il peut y avoir des temps d'évolution ou de changement qui peuvent être très longs, quoi. Donc, la dynamique naturelle, et typiquement, si vous êtes dans une forêt, un arbre, ça vit très longtemps. Donc le changement d'espèce, par exemple, dans une forêt, il est toujours en œuvre, mais peut-être ça va prendre 10 000 ans pour que une forêt de chênes hêtres soit remplacée par une forêt de chênes méditerranéens, par exemple. Mais cette stabilité, j'y crois pas beaucoup. Et alors,
quand on est dans un milieu agricole, en fait, tous les ans, on repasse la charrue, etc. Donc on est dans un système qui est de toute façon, par construction, un système qui est totalement instable. Donc l'idée de stabilité, j'y crois pas beaucoup. Après, ce qu'on voit bien à partir des changements climatiques, c'est qu'il y a des choses qui sont un peu traditionnelles ou générales qui sont en train d'évoluer. Par exemple, le blé, maintenant, on le récolte 15 jours, 3 semaines, un mois plus tôt qu'il y a 20 ans. Et ça a forcément des conséquences importantes sur la durée de présence du blé, va faire que les ravageurs, soit ils arrivent plus tôt et puis ils arrivent à s'adapter au blé, soit ils n'arrivent pas plus tôt et ils ne s'adaptent pas. On peut imaginer que les ravageurs arrivent plus tôt et du coup ils se sont bien adaptés à la nouvelle situation, mais que les ennemis naturels, eux, n'ont pas trouvé le moyen d'arriver un mois plus tôt. Et donc du coup, ça va devenir une catastrophe. Mais on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Vous voyez, si je reprends mon exemple, si votre plante est décalée d'un mois de la phénologie, si le ravageur a réussi à suivre sa plante et que l'ennemi naturel n'a pas réussi à suivre le ravageur, ben, ça va être une catastrophe. Mais si le ravageur n'a pas réussi à suivre la plante, ben, au contraire, la plante, elle va moins souffrir, quoi. Donc c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Si on s'intéresse à un seul organisme, on doit pouvoir faire des prédictions en le connaissant bien. Si on s'intéresse à tout un jeu d'organismes, c'est hyper compliqué, quoi. Et du coup, est-ce qu'avec des projets de recherche à 3 ans, l'État est passé d'une philosophie il y a peut-être 15-20 ans où on finançait les structures de recherche et de recherche appliquée avec des budgets annuels à une philosophie d'appel à projet, en général sur 3 ans, qui théoriquement, la réponse est dans ma question, théoriquement améliore la compétitivité et la qualité des travaux. Est-ce que vous pensez que ce mode de fonctionnement plus compétitif, puisqu'on est en compétition des équipes de recherche entre elles, et même les instituts techniques avec l'INRA des fois sont en compétition sur les appels à projets, est-ce que vous pensez que ce type de fonctionnement de financement de la recherche aide à mieux comprendre cette biorégulation et à proposer des méthodes d'adaptation? Je pense que là aussi, il n'y a pas de réponse générale. Il y a sûrement des questions qu'on peut aborder et résoudre sur une échelle de 3 ans. Et puis, il y a des questions pour lesquelles on a besoin de plus de temps. Donc, moi, je suis plutôt un partisan de la biodiversité, mais la biodiversité dans tous les domaines. Et je pense que c'est bien d'avoir une variété de projets, par exemple, avoir des projets qui puissent durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, en fonction de la question qu'on se pose, quoi. 10 ans, ça n'existe plus. En tout cas, pour les instituts techniques, ça existe plus. Oui, mais quelque part, un financement, oui, mais il y a quand même des projets qui se poursuivent sur 10 ans parce qu'on va refinancer tous les 3 ou tous les 4 ans ce type de projet, quoi. Oui. Ou des projets scientifiques. Mais c'est sûr que ça veut dire aussi que vous démarrez pas le projet en sachant que vous aurez 10 ans de financement pour faire votre projet. Il va falloir que tous les 3-4 ans, vous remontriez que ce que vous avez fait, vous avez atteint déjà une première étape et que du coup c'est intéressant de vous refinancer. Donc c'est contraignant. Je pense que c'est pas impossible de lancer un projet sur 10 ans ou sur 20 ans. Ça existe toujours et je pense qu'il y a des gens qui le font. Par contre, c'est vrai que vous allez avoir la contrainte qui est la contrainte en fait de l'évaluation permanente dans le système économique actuel, hein, parce que quelque part toute l'activité humaine a été mise sous le même type de système, qui est un système d'évaluation permanente. Ouais. D'ailleurs qu'à chaque moment, il va falloir que vous montriez que ce que vous faites, c'est intéressant, que vous avez bien progressé, que vous avez rempli les objectifs que vous avez donnés au début, etc. Donc qui est contraignant, mais on peut quand même le faire. On peut le faire, mais c'est très contraignant. C'est soumis aussi à la mode, puisqu'il y a des modes dans les thématiques des appels à projets. Et on nous demande toujours de réinventer l'agriculture dans chaque appel à projet, de tout révolutionner. Or, on a du mal à tout révolutionner tous les 3 ans. Et il faut quand même du temps pour comprendre les choses et que le transfert se fasse. Ouais, mais en même temps, il faut être aussi en même temps très réactif. Donc, j'ai pas de réponse non plus
à vous donner là-dessus, c'est quelque part, souvent, on a besoin de 10 ans pour bien comprendre quelque chose, quoi, et puis pour arriver à trouver une solution, peut-être. Mais l'expérience aussi prouve, donc quand on parle de ravageurs, ben, au moment où vous donnez la solution, ben, les agriculteurs, ils se sont déjà tournés vers autre chose parce que l'espèce en question qui posait le problème, ben, c'est plus celle qui pose problème. Ils s'intéressent à la nouvelle espèce invasive qui menace leur production, quoi. Et donc, quelque part, ils sont effectivement demandeurs qu'on change de projet aussi tous les 2-3 ans, quoi. Par exemple, là, actuellement, on met plein d'argent sur Drosophila Suzuki. Voilà, Drosophila Suzuki, elle est présente depuis 2-3 ans, quoi. Et donc, oui, ou peut-être un peu plus, mais enfin, ça dépend des régions, quoi. Mais en Bretagne, moi, sur les cerisiers, maintenant, on a Drosophila Suzuki. Depuis 2-3 ans, on voit bien que les cerises sont ravagées par Drosophila Suzuki, quoi. Donc, quelque part, vous pouvez pas, d'une part, dire on va lancer des projets sur le long terme, occuper toutes les équipes sur des projets à long terme, et puis quand Drosophila Suzuki arrive, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ça pose un problème, parce que j'ai eu exactement la même chose avec le psy de l'Eleagnus. Une fois qu'on a trouvé la solution, il n'y avait plus de problème en production. Et on a eu aussi le cas avec l'acarien du bambou. C'était un acarien, il fallait absolument qu'on travaille très vite, et puis au bout de 2 ans et demi, c'était plus un problème. On ne voyait plus, quoi. Voilà. Parce que classique. Tout simplement, l'espèce qui était très sensible a arrêté d'être produite. Ouais. De bambou a arrêté d'être. Et puis il y a plein de choses aussi qui sont mystérieuses, parce que bon, là c'est Drosophila Suzuki, mais si on revient, on vient 2 ans en arrière, on ne parlait que de Xylostella, par exemple, fastidiosa. Alors, bon, je ne sais pas où en est la situation, hein, puisque je ne m'occupe pas de maladies bactériennes, mais on voit bien qu'on en parle moins. 2 ans plus tôt, on était en permanence sollicité par rapport à Diabrotica virgifera, la chrysomèle du maïs. Bon, plus personne n'en parle, je ne sais pas pourquoi. Visiblement, elle ne s'est pas développée de manière si importante, c'est pas devenu un problème majeur, sans quoi bon, on en parlerait encore. Quand j'avais 20 ans, c'était le feu bactérien qui ravageait tout. Enfin, le feu bactérien, il est où? Il existe toujours. Il n'y a plus vraiment de problème. Pourquoi est-ce que... Enfin, je dis pas qu'il n'y a plus du tout de problème, hein, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, cette maladie qui était quelque chose de problématique, qui allait tout éliminer, tout d'un coup n'est plus un objectif majeur, quoi. Probablement parce qu'on a utilisé des fongicides, parce qu'on a je sais pas, créé des variétés résistantes, ou que naturellement, cette maladie a été remplacée par quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a du coup, effectivement, sur tous ces exemples où on a quand un nouveau ravageur arrive, on a des gros problèmes, et puis après, hop, on n'a plus de problème, soit à cause d'un changement de pratique des agriculteurs, soit parce que il se passe quelque chose dans l'environnement qui fait que la bestiole est contrôlée. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces nouveaux ravageurs tout d'un coup ne posent plus de problème? Il y a pas mal de questions. Alors, je suis pas sûr que les gens travaillent sur pourquoi ça devient plus un problème. Parce que ce serait Ils travaillent plutôt sur pourquoi le problème apparaît. C'est vrai que c'est une thématique scientifique très à la mode, quoi, les invasions biologiques, les émergences de maladies, etc., quoi. Et plus autour de qu'est-ce qui fait que dans nos systèmes, de nouvelles maladies vont arriver, qu'est-ce qui fait que les ravageurs, de nouveaux ravageurs apparaissent, pourquoi est-ce qu'on a des invasions biologiques, est-ce qu'il y a des organismes qui, a priori, ont plus de risques de devenir invasifs, etc. La question de comment se termine l'affaire, et effectivement, elle est moins questionnée parce que justement, c'est pas très inquiétant que ça se termine. Donc peut-être qu'on travaille plus sur le risque que sur sa solution naturelle, quoi, peut-être. Ce serait intéressant de connaître cette solution naturelle pour pouvoir transposer, essayer de transposer ce qui s'est passé à d'autres ravageurs ou à d'autres situations. Et par rapport à ce que vous disiez précédemment, je pense que c'est un mélange de tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a un ravageur ou une nouvelle maladie qui apparaît, les agriculteurs s'adaptent, hein, si on est dans le milieu agricole, donc ils changent un peu les pratiques, qui fait que c'est moins favorable pour l'organisme. On va en même temps développer des plantes résistantes, mais la nature elle-même aussi s'ajuste à la présence de ce nouvel organisme, et que tout ça se mélange, et qu'en plus, en même temps,
pour d'autres raisons, le système de culture, il évolue aussi parce que je sais pas, le truc que vous produisez, ça se vend plus, c'est plus demandé. Et donc tout ça fait que toute cette instabilité en fait du système fait que ce qui a pu être un problème majeur à un moment donné, spontanément cesse d'être un problème majeur. Quoi. Ouais, ouais. Et du coup, à votre avis, on en est encore loin ou pas loin de pouvoir conseiller un agriculteur et lui dire, voilà, dans ta situation, tu veux mettre telle culture, si tu fais telle pratique, si tu fais tel aménagement, telle bande fleurie avec telle espèce de fleur ou telle espèce d'herbacée, ou tu fais cette culture associée là, blé pois ou n'importe quoi, t'auras pas ou très peu ton risque phytosanitaire, en tout cas, ton risque phytosanitaire va être faible. Faut mieux dire avoir un risque faible que tu n'auras pas de problème. Est-ce qu'on en est loin ou pour vous Je pense qu'on travaille sur beaucoup de sujets pour essayer de développer des nouvelles méthodes de lutte et qu'il y a certaines choses qui sont relativement efficaces. Et je pense quelque part quand même que l'agriculteur ou son conseiller doit associer un certain nombre de trucs et puis déjà faire un diagnostic un peu de l'exploitation. Qu'est-ce qu'il cultive? C'est quoi son objectif? Quels sont ses problèmes principaux? Et peut-être vraiment décortiquer le plus possible le système pour essayer de trouver des solutions à chacun de ces problèmes ou à ses principaux problèmes. Et comme je vous dis, je pense que ces solutions, c'est pas forcément non plus des solutions sur le long terme. C'est-à-dire que l'agriculteur, peut-être dans 5 ans, il produira plus les mêmes choses parce que le marché aura changé, parce qu'il aura envie, lui, de produire autre chose. Et donc, du coup, il faudra qu'il repense aussi. Hein. Je pense qu'en permanence, il faut qu'il fasse évoluer aussi ses méthodes de lutte. Et puis, en fonction de l'évolution naturelle, peut-être une pratique qui est tout à fait recommandable parce qu'elle permet d'éviter tel ou tel problème de maladie, on va avoir une invasion par une nouvelle maladie qui fait que dans 5 ans, cette pratique, au contraire, sera plutôt à ne pas recommander, quoi. Donc je pense qu'il faut réfléchir en permanence, quoi, et baser cette réflexion sur l'état des connaissances. Et par contre, je pense que les connaissances s'accroissent en permanence. Donc on a de plus en plus de possibilités, quelque part, d'évaluer ces systèmes. Dans les réseaux, il y a beaucoup d'agriculteurs suivis par les réseaux Défi Ferme, dont le but était d'avoir justement un conseil personnalisé pour mettre en place des pratiques, pour réduire les produits phytosanitaires. Parallèlement, il y a Défi XP pour mettre au point les nouvelles méthodes de production avec peu de produits phytosanitaires. Maintenant, on est passé même à un objectif de 0 phytosanitaire. Il y a aussi un volet recherche sur des bases de données et l'exploitation des données. On a vu le résultat des programmes Ecophyto, avec plutôt un contre-résultat qu'un résultat. Actuellement, j'ai l'impression que l'État passe beaucoup de financement défi dans le transfert d'informations, beaucoup moins dans la recherche ou dans l'accompagnement. S'il suffisait de conseiller bien les agriculteurs, puisque je pense que les animateurs défis ont une bonne volonté, leur volonté n'est pas de vendre du produit phytosanitaire, on n'aurait pas cet échec sur Ecophyto. Qu'est-ce qui manque? Il y a quelque chose qui manque du coup. Qu'est-ce qui manque pour qu'on arrive à faire changer un peu les pratiques et qu'il y ait moins de phytosanitaires vendus? Moi, je connais pas je connais pas très bien le réseau Défi. Évidemment, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vraiment travaillé là-dedans, donc je saurais pas dire pourquoi ça fonctionne pas bien. Je pense qu'il y a des pressions très très fortes pour maximiser les rendements quelque part. Et ce qui est rentable, c'est quand même toujours de maximiser les rendements. Et si vous voulez maximiser les rendements, il faut, même encore actuellement, économiquement, c'est très intéressant de traiter tous les ans, même s'il n'y en a pas besoin, quoi. Maximiser les rendements, c'est pas ce qu'apporte le plus de revenus nets à l'agriculteur. Eh ben si. Ah, pas forcément. En tout cas, en horticulture, c'est pas le cas. Peut-être en horticulture, je connais pas le domaine, mais globalement, en général, quand même, c'est très rentable. Les produits phyto sont pas très très chers. En grande culture. On a montré moi, j'ai essentiellement travaillé en grande culture, donc c'est vrai qu'en horticulture, il va y avoir beaucoup plus de traitements, etc.
Donc c'est peut-être un peu différent, le fait d'arriver à supprimer quelques traitements, ça peut être intéressant. Mais en grande culture, les produits phyto sont pas très chers, et donc le fait de traiter un peu régulièrement, ça a un coût relativement peu élevé, alors que le potentiel de dégâts, il est quand même assez important. Et donc, traiter alors qu'il n'y en a pas besoin, c'est économiquement toujours rentable, quoi. Donc en fait, ça veut dire qu'il faudrait interdire les produits phyto. Bah, éventuellement, oui. C'est une possibilité. En horticulture ornementale, on est l'une des filières les plus avancées en lutte. Ça, je sais pas où est-ce que ça va passer. On est l'une des... Je viens de dire qu'il fallait introduire les produits phyto. Je risque d'avoir des ennuis. Je suis d'accord avec vous, je vous rassure. Je disais justement en appui à votre propos, en horticulture ornementale, on est l'une des filières les plus avancées en lutte biologique. C'est notre filière qui a commencé à développer les plantes de service en production, en tout cas, en utilisant des travaux canadiens qui avaient été faits par les Canadiens sur des plantes pièges contre l'érode. On est une filière très avancée sur l'utilisation des auxiliaires dans les cultures, etc. Et pourquoi on a eu cette avance? Je l'ai connu moi dans ma carrière professionnelle, puisque je suis arrivé pile à ce moment-là. C'est une réforme de la directive européenne qui a interdit 80% des produits phyto en horticulture ornementale. Ouais. Or, les fabricants de produits phytosanitaires n'avaient aucun intérêt à réhomologuer des produits en horticulture ornementale puisque c'était pas rentable. Donc ils réhomologuaient pour les autres filières, ce qu'on appelle les filières majeures, la grande culture, etc. Ils ont réhomologué beaucoup de produits. Le maraîchage a été assez épargné. Il y a eu quand même quelques problèmes, mais assez épargné. Et l'horticulture ornementale, les plantes médicinales aussi, on a été dans des impasses qu'on appelle impasses techniques, qui sont pas des impasses techniques, mais plutôt des impasses de produits phytosanitaires avec 0 produit phytosanitaire homologué. Et du coup, les agriculteurs ont dû inventer des nouvelles méthodes de production basées sur la lutte biologique. C'est même pas de la production intégrée, il n'y avait pas le phyto dedans, basé sur la lutte biologique. Alors pour pas leur faire peur, on appelle ça PBI. Mais quand on parle à un agriculteur, quand on lui dit est-ce que tu fais de la PBI, la première chose qui lui vient dans la tête, c'est je lâche des auxiliaires. C'est pas je fais des trucs et puis après je fais le phyto. Donc ce levier d'interdire, pour aller dans votre sens, je suis d'accord avec vous, s'il y a un produit qui pose vraiment problème, il faut l'interdire. Ouais, mais moi je pense, donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant, je dis pas qu'il faut introduire les produits phyto, par contre, je suis convaincu que la réglementation, c'est ça qui est le vrai levier, quoi. Et on peut très bien se dire que c'est utile ou qu'on a besoin de conserver les produits phyto, ça c'est un choix politique. Par contre, si vous voulez vraiment diminuer l'utilisation de tel ou tel produit, la meilleure solution, c'est de l'interdire, et c'est pas d'augmenter les taxes. Alors ça, je sais que mes collègues économistes avec qui je discute assez souvent, ou j'échange assez souvent, ne seront pas forcément d'accord. Mais je pense que c'est pas les mécanismes du marché qui sont les moyens les plus efficaces. Et actuellement, même avec ces mécanismes du marché, on a bien vu que on augmente l'utilisation des produits phytosanitaires parce que ça reste toujours rentable de maximiser le rendement et éventuellement pour ça d'utiliser le maximum de produits phytosanitaires. Ok. Bon, on va changer de sujet pour éviter qu'on se fasse poursuivre par les firmes phytosanitaires. J'ai cité aucun nom de molécule, aucun nom d'entreprise. Moi non plus, mais je pourrais en citer. Donc on a parlé de la recherche, on a un petit peu parlé des instituts techniques. Quel est pour vous donc les instituts techniques, il fait de l'expérimentation, de la recherche appliquée, de la formation, du conseil aux agriculteurs, c'est des structures 100% privées. C'est-à-dire le personnel n'est pas fonctionnaire, n'est pas payé par l'État. Donc de grosses structures, de gros frais, de grosses charges et souvent on a des critiques. Les ITA ont fait beaucoup d'essais, mais c'est des petits essais mal construits, on n'a pas assez de données, on n'a pas assez de répétitions, c'est pas forcément bien interprété, comme on n'a pas de sous, les gens sont pas bien payés, on n'a pas forcément des gens qui ont de la très bonne volonté, mais qui ne savent pas forcément bien interpréter des données d'expérimentation, c'est-à-dire valider les données, vérifier que c'est cohérent avec le modèle
avec nos hypothèses de départ avant de faire les stats, interpréter, ne pas prendre les stats pour un dieu, etc., etc. C'est quoi l'intérêt du coup des ITA, des instituts techniques? Est-ce qu'ils ont, à vos yeux de chercheurs, est-ce qu'ils ont un réel intérêt? Et si oui, quelle est leur plus-value? Comment, qu'est-ce qu'il faut conserver? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce que vous travaillez avec des ITA déjà? Moi je travaille beaucoup avec Arvalis par exemple. Mais ça pourrait être organisé autrement, j'en sais rien, je me suis jamais posé la question. Je trouve que le fonctionnement actuel, c'est que les instituts techniques, ils sont quelque part à l'interface entre la profession et la recherche plus fondamentale. Mais quelque part, on pourrait très bien imaginer qu'on ait une organisation différente et que Arvalis soit une branche de l'INRA. Enfin, pourquoi pas Est-ce que ça doit être le cas ou pas? Je sais pas. Je sais pas quelles conséquences nocives ou favorables ça aurait que Arvalis se retrouve intégré comme je sais pas quoi la branche appliquée de l'INRA. Donc j'ai pas d'avis là-dessus. Par contre, on a un bon fonctionnement. On a besoin, je pense, en tout cas, c'est intéressant d'avoir ces structures qui sont un peu intermédiaires, entre le conseil, la profession et la recherche. Quelle plus-value ça vous apporte? La plus-value, c'est effectivement d'avoir une bonne connaissance du milieu agricole, du fonctionnement, des problèmes, des remontées de problèmes agricoles, un lien plus direct avec les agriculteurs ou avec les associations de producteurs. Qu'on n'a pas, à l'INRA, on a rarement ce lien direct. Donc on a ces intermédiaires. Mais quelque part, si ces intermédiaires n'existaient pas, je pense qu'on construirait un lien direct. Et je ne sais pas si ça marcherait moins bien ou mieux. Ça a pas... Mais peu importe à la limite, du moment que ça fonctionne. D'accord. On va bientôt arriver à la fin de cet entretien. On va finir sur 2 questions. Pour vous, dans votre travail, vous avez des travaux, vous diffusez ces résultats, les résultats que vous obtenez, votre conception de l'écologie, du fonctionnement écologique des systèmes agricoles, par des articles à vos étudiants, par des interventions certainement dans un des groupements d'agriculteurs. Est-ce que vous voyez des choses qu'on pourrait améliorer dans le fonctionnement recherche fondamentale, recherche appliquée, diffusion, conseil? En gros, il y a 3 grands types d'acteurs, il y a l'INRA et les quelques autres instituts de recherche qui travaillent en agriculture, les instituts techniques qui font plutôt la recherche appliquée et le transfert des méthodes ou qui remontent des problèmes à la recherche fondamentale, et puis toutes les structures de conseil avec les chambres d'agriculture en particulier, très présentes en grande culture. Donc on a 3 grands niveaux qui s'occupent chacune d'un niveau de la recherche fondamentale à l'application ou inversement pour la remontée. Est-ce que pour vous ça marche bien ou est-ce qu'on pourrait imaginer des systèmes qui marchent mieux pour atteindre cet objectif de la transition écologique? Parce que quand même on nous dit, quand on a fait le jury quand on est passé en jury pour ce RMT, on nous a dit comment vous allez faire pour faire changer les pratiques et qu'on voit ce changement. Ça paraît hyper compliqué. Quand on a une innovation, ça met plusieurs dizaines d'années à s'implanter. Là, est-ce qu'il nous reste plusieurs dizaines d'années pour réussir à implanter ces nouvelles pratiques? En tout cas, celles qu'on sait et celles dont on connaît le résultat et l'intérêt pour les producteurs. Alors voilà, la première question portait plutôt sur l'organisation quelque part. Oui. Alors, je suis pas sûr de m'être vraiment beaucoup questionné sur ça. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pertes en ligne, dans le sens où vous parliez du réseau Défi, j'ai parlé d'Arvalis, on a d'autres structures qui peuvent intervenir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui récoltent des données et ces données sont pas connectées, quoi. Tout est pas mis ensemble et ça va pas être collecté de la même manière. Les protocoles sont différents, etc. Donc c'est parfois difficile de pouvoir accumuler ces différentes données. Il y a parfois des problèmes de rigueur scientifique, effectivement, dans la récolte des données, dans le choix des échantillons ou de ce qu'on va observer.
Mais c'est facile de critiquer quelque part les instituts techniques en disant ouais mais ça manque de rigueur scientifique par exemple dans les protocoles. Mais très souvent les instituts techniques elles poursuivent différents objectifs en même temps et notamment souvent un objectif de démonstration vis-à-vis des producteurs. Et donc quand on veut démontrer quelque chose, éventuellement, c'est pas tout à fait la même chose que quand on veut prouver quelque chose à l'aide de méthodes statistiques. Donc le fait d'avoir ces différents objectifs fait qu'éventuellement certaines données vont être inadaptées ou pas aussi bien adaptées qu'on aurait pu l'espérer quand on va vouloir les utiliser d'un point de vue scientifique. Donc voilà, donc il y a quand même des choses qui marchent pas bien, mais je suis assez méfiant aussi vis-à-vis de si on cherchait vraiment à tout optimiser, tout régulariser, quoi. Quelque part, cette diversité fait qu'on a de la perte, d'une certaine manière, mais que ça apporte aussi une certaine richesse, quoi. Peut-être qu'on essaye des trucs qu'on n'aurait pas essayé si on avait été super... si tout avait été très, très bien calibré, etc., quoi. Donc j'aurais du mal à dire, bah, c'est quoi la bonne façon de faire. Et je pense qu'on est vraiment dans une démarche actuelle où on essaye de tout rationaliser, tout optimiser. Et quelque part, cette procédure de rationalisation et de systématisation qui est trop automatique, ben, on y perd peut-être en termes d'innovation, de créativité, d'invention, et que c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Donc un petit peu de désordre dans le système, c'est peut-être pas trop mal. Donc peut-être qu'il faut trouver le bon équilibre entre un peu de désordre parce que ça crée de l'innovation peut-être, et pas non plus trop de désordre pour pas qu'il y ait plein de travaux qui soient réalisés et qui servent à rien, quoi. Oui. Après, quand vous disiez là, pour la transition, moi je crois beaucoup à la réglementation, quoi. Et, je pense effectivement qu'on a beaucoup boosté un certain nombre de recherches, comme ce que vous disiez dans le domaine horticole, en interdisant. Si vous interdisez des produits, les gars, ils n'ont plus de solution et ils vont se tourner vers d'autres choses et ça booste beaucoup la recherche. Et ce qui veut dire aussi que dans un marché mondial, il faut protéger les frontières avant d'interdire. Ouais, je sais pas forcément, mais peut-être pas forcément. Par contre, je pense qu'on devrait avoir droit à l'information. Et ça, justement, le marché mondial fait tout pour que l'information soit pas disponible. Quelle information ? Bah, par exemple, effectivement, on peut imaginer que on produise de différentes manières dans différents pays, mais du coup, c'est marqué sur le produit quand vous l'achetez. Et ça, justement, je pense que le marché mondial est très méfiant par rapport à ça, ne veut pas que le consommateur soit capable de choisir en fonction de ses désirs. Et donc, on a tout le temps gommé, ne serait-ce que les indications de provenance. Dans l'Europe, il y a toujours cette peur, par exemple, de dire ouais, mais le Français, il va vouloir acheter français, donc il ne faut surtout pas marquer que c'est produit en France, d'une certaine manière. Il y a toujours eu cette lutte-là d'essayer de masquer au maximum l'information. Moi, je me dis, après tout, le consommateur, il a le droit aussi, s'il préfère acheter des produits OGM, par exemple. En Europe, on n'a pas le droit Enfin, on n'a pas le droit. En gros, pratiquement, on ne produit pas sous forme d'OGM. Pas qu'on n'a pas le droit, mais enfin, globalement, on arrive à ce résultat-là et on achète plein d'OGM de l'extérieur. Mais je pense que la plupart des gens, ils consomment des OGM sans le savoir. Et moi, je me dis qu'après tout, le consommateur, il a le droit de consommer des OGM ou du sans OGM s'il veut, mais que ce soit marqué dessus, quoi. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces réflexions. Pour finir, est-ce que vous auriez un ou plusieurs ouvrages à conseiller sur la thématique de la régulation naturelle ? Bah, je sais pas. Non. Des ouvrages scientifiques ou pas, qui... Ah oui, mais alors j'ai pas pensé. Alors moi j'ai une très mauvaise mémoire, mais je pense qu'il y a les bouquins là, de Jean-Philippe Deguine, par exemple, autour de. Alors comment ça s'appelle ? Le problème c'est que c'est en anglais. C'est Agroecological Management. Je me rappelle plus du titre exactement, mais on peut retrouver le livre de Deguine. On l'incrustera dans la vidéo. Sur la régulation naturelle en général, ouais non, je pense à ça notamment.
Et un conseil, si un jeune qui voudrait faire de la recherche en écologie, est-ce que vous avez un conseil à donner sur sa manière d'être, sa manière de faire de la recherche, Ça va pas être très encourageant de faire des maths. de faire des maths? Je pense que l'écologie, c'est difficile de comprendre des systèmes complexes si on n'a pas toute la pensée autour des systèmes complexes, si on n'a pas une formation basique en mathématiques. Après, on peut les oublier peut-être. Mais l'écologie théorique, c'est un domaine qui est très mathématisé en fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre sans utiliser cet outil-là. Peut-être l'informatique aussi, éventuellement. Parce que c'est l'alternative. Hein. Soit on écrit des équations, soit on simule des trucs dans un ordinateur. J'arrête pas de dire à mes stagiaires qu'il faut apprendre les maths. Ouais. Et des fois même, en écrivant un modèle, on peut faire comme en astronomie, faire des prédictions. J'observe ça, du coup j'écris ce modèle, et on peut en déduire de ce modèle que si je fais autrement, je vais avoir tel résultat. Et quand on le vérifie sur le terrain, c'est intéressant. Ça permet d'aller vite, c'est très satisfaisant. Ouais. Et effectivement, je suis d'accord, Et puis c'est le problème actuel parce qu'on a développé beaucoup des approches systèmes. Et je pense que un des problèmes avec les approches systèmes, c'est que les outils statistiques sont pas applicables, puisqu'on fait varier plein de trucs en même temps. Donc on n'arrive plus à dire j'ai un effet de telle ou telle chose parce que je fais une analyse statistique. Donc la seule solution, c'est d'être capable de conceptualiser, de modéliser. Et ensuite, on a une démarche qui est plutôt de vérification du modèle à partir des observations, plutôt que de rechercher s'il y a un effet significatif de telle ou telle chose. Donc vous construisez un modèle, vous faites des prédictions, puis après vous mettez 3 ou 4 systèmes que vous faites tourner, puis vous regardez si ça correspond à vos prédictions. Si ça correspond à vos prédictions, vous n'avez pas la preuve, comme on a en stats, hein, mais ça vous suggère que le modèle, votre façon de penser, conceptualiser, elle était assez pertinente et que vous allez donc pouvoir réutiliser ça pour essayer d'explorer d'autres possibilités. D'accord. Eh bien, merci, Manuel Plangenet. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ou on arrête là? Non, mais c'est bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Elle marche plus à la pile.